Je vous remercie. Je vais donc apporter... Si vous voulez bien éteindre, Madame Ménesson, votre micro. Ah, ça fait écho. Voilà, il faut l'éteindre pour que le vote puisse fonctionner. Voilà. Je vous remercie parce que je vais donc compléter et en même temps essayer de faire un petit peu de pédagogie dans un domaine où tout est dit. Et je pense que s'il y a des personnes qui attendent vraisemblablement que le statut soit aussi fixé de ces enfants-là, c'est les magistrats. Soyons clairs, nous sommes aujourd'hui dans une situation au niveau juridique qui est totalement complexe et qui laisse la part à chaque juge très libre. En deux mots, il ne s'agit pas aujourd'hui de se positionner sur pour ou contre la gestation pour autrui. La gestation pour autrui est un phénomène sociologique qui existe et il y a maintenant des enfants. Il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et à ce jour, la France étant partie à la Convention européenne des droits de l'homme, les arrêts Ménesson et Labassé ont forcément fixé un cadre. Ce cadre qu'on appelle l'intérêt de l'enfant au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne est venue dire 1. Les États ont une marge d'appréciation, ils font ce qu'ils veulent en ce qui concerne la législation sur la gestation pour autrui. Et nous laissons les États décider s'ils veulent ou pas avoir éventuellement une législation qui autoriserait la gestation pour autrui. En revanche, cette marge d'appréciation est limitée quant à l'intérêt supérieur des enfants au regard du droit à l'identité. Et ce droit à l'identité, tel que défini par la Cour européenne des droits de l'homme, et on peut lire les arrêts dans tous les sens, c'est une identité totale. Autrement dit, conforme à l'état civil étranger. Pourquoi? Car dans ces dossiers-là, soyons très clairs, vous vous retrouvez dans la dichotomie suivante. Vous avez des actes de naissance étrangers, conformément établis au regard du droit étranger qui autorise la gestation pour autrui, et ces actes sont conformes à des jugements étrangers. Je ne vous ferai pas un cours de droit international, mais vous savez pertinemment que l'exéquatur des jugements étrangers permet de reconnaître intégralement ces jugements, sans qu'on puisse invoquer l'ordre public. Pourquoi? Parce que depuis les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation est venue dire deux choses. 1. Au nom de l'intérêt des enfants et du droit à l'identité, on ne peut plus écarter la parentalité née issue de gestation pour autrui au regard de l'ordre public. Cette réserve-là n'est pas assez forte pour écarter l'article 8, ce qui n'était pas la jurisprudence des arrêts Ménesson qui ont donné lieu à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est les arrêts de 2015. 2017, la Cour de cassation n'a jamais été confrontée à la problématique de la transcription des actes de naissance d'enfants issus de gestation pour autrui hétérosexuels. Qu'est-ce que la transcription? Je veux juste être courte, mais je pense que tout le monde ici ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Les enfants ont des actes étrangers avec les parents qui correspondent au jugement issu de gestation pour autrui. Autrement dit, si je reprends l'exemple des époux Ménesson, Madame et Monsieur Ménesson. Ces actes étrangers sont valables en France, mais cependant un certain nombre d'administrations, notamment en ce qui concerne les passeports et les cartes d'identité, exigent, à tort certes, mais l'exigent quand même dans la vie quotidienne, la transcription des actes sur les registres d'état civil à Nantes. Qu'est-ce que fait l'officier d'état civil à Nantes? C'est une facilité qui existe maintenant depuis le 19e siècle, qui est une facilité simple. Toute personne née à l'étranger de nationalité française, plutôt que d'aller systématiquement réclamer son acte à l'étranger, ce qui suppose éventuellement qu'il soit soumis aux aléas de ces pays-là, aussi bien financiers qu'éventuellement politiques, avec des disparitions potentielles d'actes d'état civil. L'officier d'état civil français transcrit sur un registre les mentions des actes d'état civil étrangers. En général, c'est une copie fidèle, mais c'est vrai que l'officier d'état civil est tenu de ne porter mention que des mentions qui sont conformes à la philosophie juridique du droit français. C'est dans ces critères-là qu'au départ, les transcriptions ont été refusées au nom de l'ordre public, car les mentions étaient portées suite à la gestation pour autrui. C'est comme ça que les dossiers arrivent devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et que dit la Cour européenne des droits de l'homme? Elle dit « Il est probable que la France puisse se suffire des actes étrangers, mais nous constatons que dans la vie quotidienne, les enfants n'ont pour un certain nombre ni les passeports ni les cartes d'identité. Pour d'autres, la crèche refuse l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ne reconnaissant pas
éventuellement la mère d'intention, ou si nous sommes sur des gestations pour autrui homosexuelles, l'autre parent d'intention. Il y a également les droits de succession. Un certain nombre de notaires, c'est relevé dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, refusent de considérer que ces actes étrangers issus de GPA sont valables. Autrement dit, si la transcription n'est pas obligatoire, elle rend la vie facile à l'égard des enfants nés de gestation pour autrui, et surtout, la Cour de cassation est venue compliquer le débat. Parce que lorsqu'elle est saisie en 2017 de cette question de transcription, plutôt que de venir dire « ça n'est pas grave, ils ont des actes étrangers » et par ailleurs la filiation de ces enfants au regard de leurs parents d'intention est reconnue par le biais des jugements étrangers, que dit-elle? Elle dit en 2017 « je ne transcrirai pas la mère d'intention car je considère que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne m'imposent que de transcrire le parent biologique ». Et ceci en lisant le paragraphe 91 qui dit notamment lorsque le parent est biologique, la violation de l'article 8 est d'autant plus flagrante. L'interprétation de la Cour de cassation est à minima. Elle dit je l'interprète en considérant que ça n'est que la parentalité biologique que je transcrit, et donc je transcris le père, car le père est forcément sûr, ce qui d'ailleurs laisse quand même rêveur, car il y a un certain nombre de gestations pour autrui, je suis désolée, où le père n'est pas non plus le donneur de gamètes. Ça, c'est la première, à mon avis, erreur de la Cour de cassation. Et la seconde, c'est de dire, je reste dans les clous de l'article 8, car je propose l'adoption. L'adoption pose deux problèmes que les juges du fond ne manqueront pas de soulever. Le premier problème, c'est que dès lors qu'on a des actes étrangers avec des parents d'intention, comment peut-on déposer une requête en adoption de ses propres enfants? Donc on ne peut pas d'un côté venir dire que les actes étrangers sont valables, que la transcription n'est qu'une facilité et obliger les parents à venir demander au juge ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on recrée une discrimination entre les parents mariés et pas mariés. Il n'y a pas d'adoption de l'enfant du conjoint s'il n'y a pas de conjoint. Autrement dit, il y a des gestations pour autrui, et là je ne vous apprends rien parce que ça fait quand même partie d'une évolution sociétale. Depuis les années 70, nous avons plus d'enfants nés hors mariage que d'enfants nés de mariage. La GPA n'échappe pas à la règle, elle est le reflet d'une vie sociale moderne. Autrement dit, ces parents-là, sauf à modifier les articles de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 12, la liberté matrimoniale suppose qu'on a le droit de se marier, mais qu'on a également le droit de ne pas se marier. Ce qui veut dire que pour ces parents-là, il n'y a aucune solution. Enfin et dernière chose, l'adoption suppose que le conjoint y consente. Les enfants de GPA sont maintenant des vieux enfants. J'ai donc maintenant des dossiers avec des enfants qui ont 12, 15, peut-être même 17 ans. Les parents n'échappent pas à la règle du fait que nous avons un couple sur deux dans la région parisienne qui se séparent dans les 10 premières années de mariage. Eh bien, il n'y a pas de consentement du conjoint dans ces moments-là. Et deux, et c'est un véritable problème aujourd'hui, j'ai des pères qui attaquent en contestation de la filiation d'intention de la mère, en considérant que dès lors que la Cour de cassation a donné comme signal que ces mères d'intention n'étaient pas les mères, puisqu'il faut qu'elles adoptent leurs propres enfants, le statut est flou. Et ils trouvent donc des avocats qui contestent les filiations devant les juridictions. En plaidant tous les jours devant ces juridictions, je peux vous dire que les magistrats réclament de ne pas avoir la responsabilité de devoir là dire à Nanterre, oui à l'adoption, à Créteil, non à l'adoption. À Nantes, je le dis aujourd'hui, le tribunal de grande instance de Nantes résiste à la jurisprudence de la Cour de cassation. Et il résiste de manière très argumentée juridiquement. Il dit « Je suis désolé à la Cour de cassation, votre solution n'est pas conforme au droit international privé. J'ai des jugements étrangers. Ces gens ont des jugements étrangers qui sont valables. Ils sont opposables en France. Vous ne pouvez donc pas me demander de ne transcrire que le père au nom du sacro-saint respect de la filiation biologique, alors que notre droit français, à ce jour, mais peut-être qu'un jour, mais c'est un autre débat, nous reviendrons sur la filiation en France, mais à ce jour, la filiation n'est pas une filiation biologique. Elle coïncide peut-être à 70%, peut-être à 90% dans certains cas, mais pas totalement, et en tout cas, elle ne se définit pas comme ça. J'en finirai très vite pour vous dire que ça n'est pas un dossier récent. Je rappelle juste que la France a été condamnée il y a maintenant plus de 13 ans
par la Cour européenne des droits de l'homme pour la dichotomie entre l'enfant adultérin et les autres enfants, et que c'était au même nom du principe du respect de l'ordre public qui était de défendre l'institution du mariage et la fidélité dans les couples, que l'on discriminait l'enfant adultérin en ne l'autorisant pas à succéder de la même façon. Il y a toujours des clients qui sont finalement des acharnés de la justice, comme le font d'ailleurs les époux Ménesson, et j'ai envie de dire on peut leur remercier de faire évoluer le droit. Dans un sens ou un autre, on peut ne pas être d'accord, mais au moins ils poussent les lignes. Vous le savez, l'arrêt Mazurek. En effet, cet enfant, qui finalement, très vieux, ne pouvait plus succéder, est allé réclamer justice à la Cour européenne. Et j'ai relu le mémoire du ministère des Affaires étrangères que je trouve passionnant, parce que c'était au même nom de cet ordre public, alors même que ces enfants adultérins, qu'on le veuille ou non, existaient, que la France s'était mise dans une ornière à laquelle la Cour européenne est venue répondre, l'enfant n'a pas à répondre des actes de ses parents. Autrement dit, la question, et je finis, c'est pas pour ou contre, c'est quel est aujourd'hui le statut juridique de ces enfants. J'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Nous allons donc passer maintenant à la